Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact. On est ensemble pour 30 minutes et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Frédéric Edouin, le directeur général de Corepil. 1,5 milliard de piles et batteries vendues chaque année en France. Combien sont récupérées et triées? Réponse dans une minute. Notre débat il sera consacré au tourisme responsable. On va comparer les expériences du Babel Hôtel en plein quartier Belleville à Paris et de Val Hôtel qui gère une dizaine d'établissements du groupe Accor. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Rouspet, une place de marché de produits upcyclés. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Frédéric Edouin, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de Corepil. Votre métier, c'est le recyclage des piles et des batteries usagées. Un éco-organisme, allez, j'aime bien faire un peu de pédagogie ici. Vous nous rappelez ce que ça signifie? Un éco-organisme, c'est une société qui est financée par les metteurs sur le marché, c'est-à-dire ceux qui fabriquent et qui distribuent les produits, afin d'assumer la fin de vie des déchets induits, c'est-à-dire de la collecte au recyclage. C'est sans but lucratif, il y a un agrément de l'État. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans, c'est ça, que Corepil existe? Est-ce que la mission a évolué d'une certaine façon? La mission reste la même, c'est un des tout premiers éco-organismes opérationnels, c'est-à-dire qui fait chercher les piles ou les batteries dans les magasins, dans les déchetteries, qui les rapporte. La mission reste la même, ça s'est beaucoup développé. Oui, effectivement, 1,5 milliard de piles et batteries. On parle des petites batteries, des objets du quotidien, c'est ça, hein? Tout à fait, ce qu'on appelle les portables, donc les piles bâtons, les piles boutons, mais aussi les batteries qui sont dans les téléphones, les smartphones, les ordis, voire le bricolage, les alarmes, etc. Donc ça donne 1,5 milliard vendus en 2021. Et alors, j'ai été surpris par ce chiffre. Si on regarde par foyer, alors c'est plus dans les maisons que dans les appartements, ça fait à peu près 100 piles en moyenne, 120 par maison, 80 par appartement. Est-ce que ce chiffre que je donne, là, 1,5 milliard de piles vendues en 2021, c'est un chiffre en augmentation? C'est quoi le bilan du secteur? C'est un chiffre qui continue d'augmenter parce même si on ne les voit pas toujours, on les oublie, ces piles et ces batteries. On utilise de plus en plus de produits sans fil, produits électriques, électroniques, de détecteurs, bientôt les objets connectés. Et il s'en vend de plus en plus. La progression, en plus, est accélérée avec la période que nous avons connue, la crise sanitaire, puisque les foyers étaient occupés par leurs habitants. Les enfants ont plus joué chez eux, les gens ont moins voyagé. Et en fait, la croissance du secteur est d'environ 10% par an depuis 2 ans. En termes de masse, en particulier mis sur le marché, ce qui est notable, c'est qu'on utilise quand même des produits de plus en plus petits, de plus en plus légers et de plus en plus rechargeables. Ce qui fait que malgré tout, si l'augmentation des quantités, des unités mises sur le marché progresse fortement, les masses, elles, restent relativement stables. Et quelle proportion de ces milliards de piles et batteries sont recyclées? Aujourd'hui, c'est la moitié. La moitié. La moitié qui est captée régulièrement. C'est vraiment un mouvement de tous les jours. Le consommateur citoyen les rapporte très régulièrement. Il faut noter que l'autre moitié ne va pas à la poubelle, je tiens à l'indiquer. Il y en a encore malheureusement 15-20% qui finissent à la poubelle, faute de temps, de prise de conscience. Et il y a un gros tiers qui est en usage dans les appareils, en longue durée, parce qu'on s'en sert assez longtemps, ou reste hébergés dans les appareils hors d'usage, voire oubliés dans les tiroirs, dans ces nombreux espaces de la maison, puisque ça prend peu de place. C'est ce dont on parlait. Même si ça représente que 15%, ce que vous venez de dire, il y a un risque pour l'environnement, une pile ou une batterie jetée avec le reste des ordures, comment ça se passe? Il y a toujours un petit risque de toxicité avec les produits notamment très anciens, mais il faut savoir que depuis 30 ans, il n'y a plus de mercure dans les piles ou les batteries. Les métaux lourds ont disparu, cadmium, et en fait, ce sont des produits métalliques avec un électrolyte qui permet de faire la réaction chimique, puisque c'est une chimie des métaux. Et il y a très très peu de risques de toxicité. En revanche, c'est un grand intérêt de récupération de la ressource. Et oui, alors ça, c'est très important de le dire. Et d'ailleurs, vous lancez, c'est l'époque, c'est le printemps, une opération de communication auprès des Français. C'est quoi le message ?
Le message, c'est de faire la chasse aux piles dans la maison, qu'on soit en appartement, dans une maison. C'est environ une pile ou une batterie par mètre carré. C'est la médiane. Donc, il y en a beaucoup plus que ce à quoi l'on pense. Et donc, nous avons lancé depuis quelques temps déjà, et on relance régulièrement au moment du printemps, c'est la période du grand nettoyage, chasse aux piles, qui est un petit jeu interactif, une appli très simple sur jerecyclemespiles.com, et qui permet simplement de se diriger dans chaque pièce de la maison, de comprendre, parce qu'il y a toute une liste on peut pointer les appareils qui fonctionnent à pied et à la batterie, et ça permet de mieux les repérer pour mieux les récupérer. Puisque le principe d'une pile ou d'une batterie, c'est d'être oublié pendant son usage, mais à la fin de sa vie, il est important qu'elle aille au bon endroit pour être recyclée. Oui, effectivement. Ce recyclage, c'est 5000 tonnes de métaux récupérés chaque année. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce que vous récupérez comme métaux? Alors, c'est 80% du poids en général qui est récupéré en métaux. Les métaux principaux, c'est acier, fer-acier, on en fait de l'inox, zinc, qui va après dans les gouttières, les tôles, le nickel. Vous avez également du manganèse qui sert notamment pour la fonte, pour fabriquer des pièces de fonte, des pièces lourdes, des plaques d'égout, des choses comme ça. Et vous avez quelques métaux un petit peu plus pointus, mais beaucoup plus marginaux en masse, comme le cobalt ou même le lithium maintenant. Même s'il est en très petite quantité, il se récupère de mieux en mieux. C'est quoi les défis que vous avez à relever quand vous récupérez ces piles, ces métaux? Quel est le défi de la filière ensuite? Il y a un défi logistique, parce que ce sont des très petits produits qu'il faut massifier pour éviter, parce qu'on les transporte, on les transporte sur des centres de regroupement, de tri par couple électrochimique et de centres de traitement. Donc il faut les regrouper afin de les transporter au mieux d'un point de vue optimisation logistique. Après, il est important de sécuriser les produits, notamment les technologies lithium, sans diaboliser cette technologie-là. Elle est très performante, donc très réactive, et donc il est important de n'apporter au recyclage que les produits non abîmés, non endommagés. Donc il y a la pureté du métal, en quelque sorte, ça fait partie du défi. Oui, et surtout son intégrité, faire en sorte que les cosses, les fils ne soient pas ouverts, que la batterie ne soit pas abîmée, auquel cas il faut plutôt les ensacher ou scotcher les connectiques, afin que dans la dilution du flux métal des produits, ça ne pose aucun problème de sécurité. Il faut aussi rappeler les retirer des appareils. Il ne faut pas apporter les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les piles ou les batteries incorporées. Quand c'est possible, il vaut mieux les retirer et les mettre dans la bonne borne. Ça permet de maximiser la sécurité. Et enfin, les enjeux, après, c'est l'optimisation du recyclage. Donc de travailler avec les sociétés qui permettent d'avoir des taux de recyclage, des taux de captation des métaux optimisés. Mais maintenant, on arrive, comme je vous le dis, en moyenne, à près de 80% du poids de chaque produit qui est récupéré en métaux. C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui est récupérable, le reste étant des papiers, plastiques consumés, électrolytes, qui sont éliminés tout à fait en toute conformité. Alors vous le disiez tout à l'heure, 50% des piles et batteries sont récupérées chaque année. Avec c'est quoi les outils? Si moi je profite de ce week-end pour faire une chasse aux piles, qu'est-ce que je fais des piles usagées et des batteries usagées? Alors, merci de me poser la question. On peut les mettre dans un cube à piles. Ah oui, on en a vu ça. On en a distribué beaucoup, notamment dans les foyers parisiens et franciliens. On continue régulièrement. C'est en diffusion aussi dans les magasins. On peut se les procurer via notre plateforme Internet. Et c'est un cube qui permet de collecter environ la consommation annuelle d'un foyer. Parce qu'en fait, ce sont des produits très denses. Mais on peut les regrouper dans un bocal, un sachet. Et après, on les rapporte principalement dans les magasins. Tous les magasins qui vendent des piles ou des batteries sont obligés de les reprendre sans contrainte. Donc, quand on ne voit pas la borne, demandée, mais sinon, on voit assez bien les bornes à l'entrée des magasins. Et bien sûr, en déchetterie. Toutes les déchetteries acceptent les piles et batteries pour le recyclage. Il y a des bornes
principalement Corépil, très visible à cet effet. Et puis, il y a beaucoup de lieux de passage des publics, comme les sièges sociaux, certaines industries, certaines entreprises. Il y a à peu près 65 000 points de collecte répartis sur tout le territoire, ce qui est assez considérable. Je crois que c'est la filière qui a le plus de points de collecte disponibles au grand public. Merci beaucoup, merci Frédéric Edouin d'être venu nous présenter Corépil. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat en partenariat avec la Fabrique du tourisme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact. On parle tourisme donc avec Joris Brunel. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de cet hôtel à Belleville, le Babel. À vos côtés, Pascal Donat, bonjour, président de Val-Hôtel et coprésident de l'AFA, c'est l'association des franchisés Accor. Et vous participez, vous êtes membre l'un et l'autre de la Fabrique du tourisme. La 3e session se tenait il y a quelques semaines. Joris Brunel, c'est quoi l'objectif commun c'est un groupe de réflexion en fait, la Fabrique du tourisme. C'est de se réinventer d'une certaine façon? Absolument, je crois que c'est aussi de dire que nous aussi, hôteliers, on est en transition. On est aussi responsable d'une partie de la pollution. Le tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc on a, nous, hôteliers, une responsabilité. Et la démarche de la Fabrique du tourisme va dans ce sens d'une hôtellerie plus responsable, d'un tourisme plus responsable. C'est une initiative qui a été prise par un fonds d'investissement qui s'appelle Extendam, en lien avec l'ESSEC et la BPI. Et donc, chaque année, il y a un événement qui réunit tous les professionnels du secteur, enfin en tout cas une bonne partie d'entre eux, pour échanger sur ces thématiques, puisque effectivement, le développement durable, c'est un défi immense qui est le nôtre dans le secteur du tourisme, et parce que c'est aussi un secteur d'immobilier, donc on est pleinement impacté. Ouais. Alors, on est partenaire de la Fabrique du tourisme, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, Pascal Donat, mais ce qui peut surprendre, c'est que ce sont des entreprises concurrentes d'une certaine façon, mais qui réfléchissent ensemble et qui cogitent ensemble. C'est la grande chance de notre secteur d'activité. Si vous voulez, on n'a pas de... Quand vous êtes un industriel, vous avez des secrets de fabrication, donc les gens échangent peu sur leur métier. Nous, au fond, quand on n'est pas sur la même place, on est plus confrères que concurrents. Joris est hôtelier à Paris, moi je suis hôtelier à Paris mais aussi dans la Drôme, mais on se parle beaucoup parce que nous ne sommes pas des concurrents frontaux. Et donc il y a un état d'esprit particulier entre professionnels de notre métier et nous échangeons beaucoup, et notamment sur ces sujets de développement durable qui remettent profondément en question notre activité. La Fabrique du tourisme, elle est née au printemps 2020 lors du premier confinement en France. Est-ce que cette crise sanitaire et économique, ça a été un coup de pied, aux fesses, quoi? Est-ce que ça vous a obligé, même si vous étiez déjà dans une démarche, je parle collectivement, ensuite on va rentrer dans le détail de ce que vous faites avec Babel, mais à vous réinventer? Mais je pense que ça a accéléré la question et du sens et aussi de la prise en compte des choix responsables. On a une attente, alors de la part de nous en tant que propriétaires, mais également de la part de nos clients. Pour un tourisme plus responsable, justement. Et je crois que le confinement a accéléré ce recentrage sur ces valeurs-là et a accéléré aussi la révolution dans notre secteur. Il y a vraiment l'avant et l'après, me semble-t-il. Quelle a été votre démarche avec cet hôtel Babel à Belleville, à Paris? Alors Babel, c'était une initiative parce que c'est un hôtel qu'on a racheté avant le confinement, donc je ne me suis pas mis dans le créneau tourisme responsable. C'est pour ça que vous y étiez depuis longtemps. Ouais. Voilà, à Babel, c'est un lieu de vie, un hôtel-restaurant-bar qui est vraiment très implanté dans son quartier. Donc c'est un hôtel de quartier, entre guillemets, où on est très connecté aux commerçants et aux artistes locaux également, donc au microcosme local. Et en même temps, c'est un établissement qui se veut vertueux d'un point de vue du tourisme responsable. On est labellisé d'un côté sur la partie hôtel Clé Verte, qui est un label assez exigeant en matière d'hôtellerie responsable. Et sur la partie restauration, on a aussi un label qui s'appelle le label Écotable. On a 3 étoiles, 3 macarons, qui est l'échelon le plus élevé de... Ça suppose quels efforts, ça?
Ça suppose des efforts de conception dans la rénovation, dans le choix des matériaux. Je pense notamment à des matériaux de seconde main, des choses qui ont été chinées, etc. pour les besoins de la décoration. C'est une démarche aussi avec les équipes. Si on n'implique pas les équipes, il n'y a pas de... je dirais qu'il n'y a pas de conséquences positives sur le concept. Ça implique aussi des choix des fournisseurs, ça implique de revoir aussi des gestes du quotidien, les éco-gestes notamment, on les connaît bien maintenant dans notre métier, mais ça exige aussi, d'aller voir nos fournisseurs et de voir s'ils sont aussi vertueux que nous, on souhaite l'être, pour créer une espèce de... Oui, on emmène évidemment ses partenaires avec soi. Pascal Donat, vous co-dirigez, je l'ai dit en vous présentant, l'association des franchisés Accor. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une démarche collective? Est-ce que ça veut dire que vous partagez des bonnes pratiques? Comment vous mettez ça en place? Oui, il faut bien voir que notre secteur est vraiment sous le feu des projecteurs en matière de développement durable. On est attendu au tournant par le secteur bancaire, par les assurances, par les distributeurs, par nos clients. Au fond, quand vous prenez les banques ou les assureurs, ils ont tous comme objectif de verdir leur financement ou leur clientèle. Et notre secteur d'activité, sur une échelle du vert clair au noir, on est dans les marron foncé. Donc le risque pour nous, si on ne se remet pas en question, est grand pour que demain un banquier nous dise « Monsieur, je ne veux pas financer d'hôtellerie parce que vous n'êtes pas assez responsable ». Aujourd'hui, il y a des hôtels en Europe qui ne sont plus assurables. À cause de ça. À cause de ça, des compagnies d'assurance disent, écoutez, nous on veut verdir notre bilan carbone, et on va arrêter d'assurer votre business parce qu'il n'est pas dans le coup. Vous prenez les distributeurs, les Booking, Expedia, etc. Aujourd'hui, l'ordre d'apparition de votre hôtel sur le net, il est déterminé par des mots-clés. Demain, ça sera par votre qualité d'engagement dans une démarche responsable avec des labels tels que Clévert, le label de... Mais d'ailleurs, maintenant dans Booking, il y a aussi une étiquette entreprise durable. Donc le client peut choisir en filtre entreprise durable. Est-ce que, alors ce mouvement, nous on l'accompagne ici dans l'émission, donc on est à fond dedans évidemment, mais est-ce que ça reste pas quand même le prix et puis d'autres qualités qu'on attend d'un hôtel qui arrivent prioritairement avant de savoir si on a le label Clévert ou pas? Ça challenge tout le modèle économique. Et demain, vous construisez un hôtel, vous savez, qui va vous coûter à la construction, je dis n'importe quoi, 80 000 euros la chambre et que vous allez le vendre, vous allez vendre la chambre 80 euros. Si demain, votre hôtel vous coûte 150 000 euros à construire, mais que votre client n'est pas prêt à payer le prix de la chambre en proportion de l'augmentation du coût de cette construction, eh ben, votre modèle économique, il est mort. Donc oui, entre professionnels, qu'on soit franchisé, pas franchisé, on est obligé de prendre acte de cette nouvelle réalité, d'échanger entre nous, de trouver des solutions. Parce que nous sommes un secteur, encore une fois, qui est très impactant par son immobilier, et si on n'a pas les solutions qui vont avec, on peut demain fermer nos portes et ne plus avoir de clients. Oui, Joris Brunel, vous êtes une entreprise à mission. C'était une façon d'être cohérent dans votre démarche quand vous avez créé Babel? Vous aviez déjà ça en tête? Je dirais que dans le concept de Babel, il y avait tout de l'entreprise à mission, mais j'ai eu l'idée, parce que c'est ma sœur qui m'en avait parlé, et je me suis dit, c'est vrai que ça correspond bien à l'état d'esprit de Babel et aux valeurs qu'on véhicule. Mais je trouve que c'est encore plus important de l'écrire, puisque finalement, être entreprise à mission, c'est modifier ses statuts. Donc statutairement, on devient entreprise à mission, on prend un certain nombre d'engagements qui sont actés et qui sont statutaires, et qui nous obligent du coup. Donc c'est mieux de le dire, mais c'est encore mieux de l'écrire. Et ça engage encore plus. Et l'idée, c'est aussi de dire, il n'y a pas que des bénéfices financiers, on va essayer aussi de trouver des bénéfices humains, on va essayer de trouver un sens, un supplément d'âme à ce qu'on fait. Et je crois que notre métier, c'est le métier de l'hôtellerie, mais c'est d'abord le métier de l'hospitalité aussi. C'est la façon de recevoir, d'accueillir, d'intégrer des équipes aussi. C'est aussi un formidable secteur où on a beaucoup de diversité qu'on accueille dans nos équipes. Et voilà, donc on peut véhiculer beaucoup de valeurs avec l'hôtellerie. Il y a 3 lettres clés ici, RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Le S de sociétal, qu'est-ce que ça signifie pour un hôtel comme Babel? Ça signifie, je dirais, qu'on inclut, qu'il y a beaucoup d'inclusion, beaucoup de diversité dans Babel. On a notamment un partenariat avec
le Refugee Food Festival, qui aide les réfugiés qui arrivent en France à se reconvertir dans les métiers de la restauration. Donc on a un certain nombre de personnes du Refugee qui travaillent avec nous. On a une chambre, ce qu'on a appelé une chambre suspendue. C'est une chambre qu'on laisse à disposition d'associations du quartier et de la mairie pour des situations d'hébergement d'urgence, type femmes battues, type famille qui peut pas se loger, qui est entre deux logements. Voilà, donc ça c'est une chambre suspendue, parce que globalement on a quand même souvent une chambre qui est libre. Donc si elle peut l'être pour quelqu'un dans le besoin, si tous les hôteliers font ça, peut-être qu'on peut essayer de participer aussi à quelque chose. Donc ça fait partie aussi de la responsabilité. Elle est souvent utilisée, cette chambre suspendue? Elle est assez utilisée, oui, absolument. Parce que les associations sont au courant et donc font appel à vous. Je dirais que ça passe par la mairie, donc c'est assez maîtrisé comme canal, parce que si on commence à mettre un peu l'initiative et à désorganiser, ça peut ne pas fonctionner. Mais oui, ça fonctionne bien. Donc il y a également cette partie-là en responsabilité sociétale. Pascal Denat, je voudrais parler de la formation, parce que on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise ici, évidemment, notamment ceux de la Convention des entreprises pour le climat, qui parlent de l'importance d'une partie de connaissances communes finalement sur les enjeux climatiques et sur ce qu'ils appellent la claque climatique. Est-ce que vous ressentez le besoin de former vos équipes pour les embarquer dans cet objectif commun? Nous serions ravis de former nos équipes si on arrivait à les trouver, déjà. Je crois que pour nous, le premier défi... C'est combien de personnel qui manque aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de 300 000 personnes. Dans le secteur globalement. Dans le secteur du CHR. Ouais. Avant la crise du Covid, on parlait de 110 000. Donc on voit qu'il y a une explosion phénoménale de la demande. Donc notre premier défi, c'est cela. Et ensuite, effectivement, c'est de sensibiliser les équipes à ces nouveaux enjeux environnementaux. Je vais prendre un exemple très concret. Nous, on a pris l'engagement, soit dans tous les hôtels Accor ou aussi dans mes autres hôtels, de supprimer le plastique jetable dans nos établissements. C'est un défi, ça peut paraître simple comme ça, mais c'est un défi immense. Quand on a dit cette phrase, on se dit OK, c'est facile, et puis derrière, il faut assurer. Et oui, il faut y aller, parce que tout le monde aime bien sa petite bouteille d'eau en plastique quand on arrive dans la chambre. Et sortir de ça, ça suppose effectivement de réorganiser nos entreprises, mais aussi de sensibiliser nos équipes. Et on se rend compte à quel point la route est encore longue, parce que ce qui nous semble autour de cette table évident, simple, ne l'est pas toujours pour les personnes que nous recrutons. Il faut arriver à les sensibiliser déjà à cet enjeu. Mais est-ce que dans votre objectif de recrutement, le fait d'afficher ces objectifs de développement durable, de RSE, finalement, ça facilite le recrutement? Oui, en tout cas, nous, c'est le pari que l'on fait. C'est, au fond, dans la marque employeur Val-Hôtel, d'affirmer ces engagements. Ça fait partie de notre raison d'être. Et nous espérons aussi, déjà moi, parce que en tant que dirigeant, j'en suis convaincu et que je suis très volontaire dans cette démarche. Je considère que c'est ma responsabilité d'entrepreneur, mais aussi de père, d'homme dans la société, et d'inscrire au fond cet objectif dans la mission de notre société. Je pense que c'est une manière aussi de mieux accueillir, de mieux s'ouvrir, de mieux recruter. Et pour la nouvelle génération notamment, elle est beaucoup plus sensible à ces sujets-là. Et donc effectivement, si on n'affiche pas une volonté environnementale, si on n'a pas ce supplément d'âme justement, effectivement, on va pas attirer cette nouvelle génération qui est beaucoup plus sensible naturellement à ces sujets, à ces questions et à ces enjeux. C'est là que la notion dernier mot. C'est là que la notion d'entreprise à mission de juriste, elle est très importante, parce qu'une entreprise, on n'est pas que là pour gagner de l'argent. On est aussi là pour on exerce une responsabilité, et on en est tous conscients. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager. Merci beaucoup. Voilà vos objectifs, vos bonnes pratiques. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Vous avez même le droit de rouspéter. Bonjour Anaïs Flasso, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de Rouspète, créée en septembre 2021 avec Léa Carlamy. C'est quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ était assez simple. On s'est dit que c'était vraiment dommage maintenant de retrouver beaucoup de créer de nouvelles matières premières pour avoir les objets du quotidien. On s'est dit qu'il y avait plein d'artisans qui étaient vraiment très fabuleux en France, et qu'il était possible maintenant de faire beaucoup de belles choses avec ça. Et on trouvait que c'était assez dommage que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc on avait vraiment envie de mettre en avant l'upcycling
et de faire changer aux gens leur consommation, leur façon de consommer. L'upcycling, surcyclage en français, vous nous rappelez ce que c'est? C'est du recyclage, mais pas que. On donne une autre vie à un objet, c'est ça? C'est ça. En fait, pour avoir la différence entre les deux, le recyclage, vraiment, il va y avoir un procédé industriel où on va détruire cette matière pour la reconstruire. Oui. Alors que l'upcycling ou le surcyclage en français, là, ça va vraiment être, on a une matière première et on va la détourner pour arriver à une nouvelle utilité. Vous avez des exemples? Oui, bien sûr. Par exemple, nous, on a des créateurs qui vont réussir à créer des sacs à main qui sont faits avec des anciens sacs à café de torréfacteurs. Voilà. Okay. Et on a récupéré cette toile de jute, on l'a transformée pour en avoir une nouvelle utilité. Alors, ce que propose Rouspet, c'est quoi? C'est une place de marché? Ça fonctionne comment? Exactement. En fait, c'est une place de marché et on répertorie, là, on travaille avec une 60aine de créateurs qui viennent de toute la France et on va proposer de la mode, de l'alimentaire, des cosmétiques, des produits pour la maison comme du mobilier, des accessoires, des luminaires. Vraiment, en fait, à l'upcycling, il n'y a pas de limite. On peut vraiment tout créer. Les cosmétiques, comment on surcycle des cosmétiques? Tout simplement, par exemple, avec des pépins de raisin. Avec des pépins de raisin, on peut en faire de l'huile et cette huile, elle va servir dans les cosmétiques. D'accord. Comment vous sélectionnez les artisans partenaires de Rouspet? On a une charte de sélection. On va demander à nos artisans qui soient basés en France ou pays limitrophes à la France que les produits soient sans plastique et bien sûr qu'ils utilisent l'upcycling ou le recyclage. Quand vous avez créé Rouspet, donc septembre 2021, ça existait déjà? Il y a des places de marché similaires et concurrentes. Qu'est-ce que vous apportez en fait comme offre originale? En fait, il y a beaucoup de places de marché qui répertorient des produits qui sont éco-responsables, zéro déchet. Ouais. Et ils le font très bien. Nous, ce n'était pas notre envie première. On avait vraiment envie de mettre en avant ces créateurs qui réutilisent des matières. D'accord. Est-ce qu'ils ont été faciles à trouver? C'est-à-dire que vous dites une 60aine d'artisans. Est-ce qu'ils existent depuis longtemps? Est-ce que c'est une tendance de fond parce que finalement, vous êtes à un poste d'observation de l'upcycling qui est vraiment intéressant. En fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui travaillaient l'upcycling, mais sans vraiment le mettre en avant. Et nous, justement, c'était ce qu'on voulait. On voulait mettre en avant le fait que ce soit des matières qui soient réutilisées et que ce n'était pas une honte. On voulait vraiment redorer l'image de l'upcycling. Mais c'est vrai que là, ces derniers mois, on voit que les consommateurs commencent à prendre conscience qu'il est nécessaire de changer ses habitudes de consommation. Donc là, on a de plus en plus de demandes. Donc ça, c'est assez sympa. On est aussi dans la logique du do-it-yourself. Est-ce que vous proposez du contenu un peu pédagogique, des tutos sur la place de marché? C'est ça. Alors en fait, sur notre site internet, on va retrouver du coup une partie blog où là, on va donner des conseils, des tutos, des petites recettes de cuisine anti-gaspi. Et on le fait aussi beaucoup sur nos réseaux sociaux, où là, on va avoir toutes les semaines des nouvelles propositions de recettes, de do-it-yourself, etc. C'est quoi les perspectives de développement d'un site, d'une place de marché comme Rouspet? Alors, on aimerait beaucoup avoir encore de plus en plus de créateurs pour avoir vraiment pour laisser aux consommateurs tous les choix possibles. Par exemple, s'il cherche un t-shirt, il peut l'avoir. S'il cherche une paire de chaussures, il peut la trouver. En fait, qu'il trouve tout ce qu'il a besoin sur un même site. Et à terme, on aimerait bien ouvrir un dépôt pour justement limiter encore nos impacts et faire des commandes groupées. Merci beaucoup Anaïs Flasso d'être venue nous présenter Rouspet. Bon vent à votre place de marché. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.